utopistes, bonjour et bienvenue sur le podcast du projet Utopia, le podcast qui s'intéresse au rapport entre science et société. Suite de notre podcast sur la psychanalyse avec Nathanaël Larigheldi. Dans le premier épisode, nous avons parlé du parcours de Nathanaël qui a adhéré aux préceptes psychanalytiques au début de ses études et qui, depuis, porte de sérieuses critiques à cette psychothérapie encore énormément répandue en France. À ce stade, si vous ne connaissez pas vraiment les critiques portées contre la psychanalyse et que vous désirez aller plus loin, nous pouvons vous conseiller de lire des articles critiques sur l'approche psychanalytique de l'autisme ou sur les élucubrations psychanalytiques utilisées dans la justice par exemple. Sur d'autres supports, nous vous conseillons en vidéo Regard scientifique sur la psychanalyse sur la chaîne de la Tronche en Biais et Que vaut la psychanalyse sur le podcast Méta de choc. Les arguments contre la psychanalyse sont nombreux et généralement pertinents et démontrent surtout les nombreux risques qu'il y a à adhérer ou à espérer se faire soigner grâce à elle. Son paradigme, culpabilisant tout particulièrement pour les parents et surtout les mères, témoigne des représentations culturelles et sexistes de notre âge. Pourtant, certaines critiques parfois employées contre la psychanalyse, depuis devenues des idées reçues, mériteraient certaines nuances et précisions. En effet, pour bien comprendre quels sont les problèmes posés par cette pratique, il faut poser un peu d'esprit critique sur notre compréhension épistémologique des choses. Pour rappel, notre objectif n'est pas de redorer le blason de cette discipline, mais de recentrer les critiques sur des questions plus pertinentes. Chers utopistes, soyez prêts, car non seulement ça va un peu piquer certains arguments que peut-être vous chérissez, mais aussi, nous n'allons pas épargner la psychologie scientifique, dont certaines limites peuvent être approchées de celles de la psychanalyse. On entend souvent dire du coup que la psychanalyse n'est pas validée scientifiquement. Tu penses quoi de tout ça ? Alors, le fait que la psychanalyse, ça marche pas, je trouve que c'est une question qui est beaucoup plus complexe que ce que, à mon avis, beaucoup de gens pensent. Je pense que la plupart des gens ont la sensation que c'est une question qui est vraiment facile, enfin une réponse qui est vraiment très facile à trouver. Et moi, je trouve pas, en fait. Alors, bon, que je sois clair, je pense que la réponse, on l'a. À mon avis, la psychanalyse n'est pas très efficace, en tout cas, au moins en tant que thérapie. Et j'ai tendance à penser que la psychanalyse est inefficace pour absolument tout ce qu'elle dit entreprendre, malheureusement. Mmh. Mais en fait, la question de son efficacité, elle a en réalité un bon paquet de ramifications en fait, et ça aborde plein de sujets en réalité qui sont tous vachement intéressants, je trouve, au niveau de la psychologie. Donc, moi, j'ai envie d'utiliser la question comme porte d'entrée en fait à une discussion qui, à mon avis, est intéressante au sein de la psycho. Ouais. Alors déjà, bon, je veux me poser la question, quand on pose la question la psychanalyse, est-ce que ça marche, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer, hein ? Il y a quand même cette question, est-ce qu'on cherche à évaluer une capacité à soigner ou une capacité à se comprendre ? Et c'est une question qui est pertinente parce qu'il y a beaucoup de psychanalystes qui disent sans aucun souci, en fait, qui admettent eux-mêmes qu'ils sont pas là pour guérir des gens. Ouais, j'ai déjà entendu ça, c'est vrai. Et c'est vrai que ça surprend parce qu'on entend généralement par psychanalyse l'idée de la thérapie, quoi, l'idée du soin. Donc c'est vrai que ça peut surprendre, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu ça chez certains psychanalystes qui disaient non, nous on n'est pas là pour soigner, quoi. C'est étonnant. Absolument. Quand je faisais ma licence, moi, il y avait même tout un courant entier de psychanalystes qui rigolaient du fait que des étudiants en psycho pouvaient vouloir venir en psychologie avec l'objectif de pouvoir guérir des patients quand ils seront thérapeutes. Donc c'est quand même un petit peu rigolo parce que quand ensuite on cherche à avoir des études, à faire des essais randomisés contrôlés avec placebo, on essaie de voir si la psychanalyse est capable de soigner, alors qu'il y a plein de psychanalystes qui disent en fait le seul soin qu'on fait, c'est améliorer un peu la qualité de vie en fait du patient, et on se prétend pas du tout guérisseur. Ouais. Alors bon,
d'autres psychanalystes se prétendent guérisseurs, hein, donc c'est pas tous, hein, évidemment, mais il y a quand même une proportion significative de gens qui disent nous on guérit pas en fait, hein, on n'est pas là pour ça. Et après, selon eux, la psychologie non plus n'est pas capable de guérir, ce qui est encore un autre problème, mais voilà. Donc non seulement ça, mais en plus, du coup, souvent, les mêmes psychanalystes finalement disent une cure psychanalytique, ça dure 5, 10, 15, 20 ans, voire plus. Et dans ces mêmes essais contrôlés, randomisés, on fait pas les versions complètes en fait des cures psychanalytiques. Alors d'un côté, c'est la meilleure arnaque du monde en fait de dire moi ma thérapie elle dure 50 ans. D'un autre, si on n'essaye pas ces trucs-là, après, est-ce qu'on a vraiment testé la psychanalyse en fait ? Ouais. Si la psychanalyse prétend pas soigner, qu'on essaie de valider sa capacité à soigner, et que si la psychanalyse ça dure 20 ans et qu'on la mesure sur 6 semaines par des limitations méthodologiques et logistiques en fait, est-ce qu'on a évalué la capacité de la psychanalyse à soigner ? Ouais, c'est effectivement une limite en fait des recherches dans le domaine, hein. C'est d'ailleurs souvent utilisé par les psychanalystes pour critiquer le fait que les recherches elles font pas vraiment de la recherche sur la psychanalyse. C'est pas complètement faux. En général, c'est plus des recherches sur des thérapies brèves qui sont dérivées de la psychanalyse, mais qui sont pas tout à fait la psychanalyse non plus. Si vraiment le but c'est de passer beaucoup de temps en analyse et que c'est ça qui aboutit à un résultat, le résultat en fait on peut pas trop le mesurer parce qu'il n'y a aucun scientifique qui va passer 15 ans en fait à faire des suivis hyper complexes en plus où il faut vraiment beaucoup de patients en fait pour éviter toutes les pertes de patients que tu vas avoir tout le long du cursus. Donc c'est franchement compliqué à mettre en œuvre, d'autant plus quand il s'agit d'une discipline qui n'est plus vraiment prise au sérieux d'un point de vue scientifique, donc les chercheurs scientifiques vont pas le faire, quoi. En fait, ce serait plus aux psychanalystes de prouver que leur pratique elle est valable, donc ce serait à eux de faire les études sur 15 ans. Alors oui, effectivement, logistiquement parlant, c'est compliqué. Mais si c'est eux qui veulent vraiment prouver que ça fonctionne, alors que tout tend à faire penser qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne vraiment, ce serait à eux de le prouver. Voilà. Un scientifique ne va pas passer 15 ans de sa vie sur quelque chose qui n'a a priori pas beaucoup de valeur scientifique. Et puis il y a beaucoup de psychanalystes qui disent que le vrai but de la psycha, c'est d'avoir c'est une capacité en fait juste à se comprendre soi-même, hein. C'est-à-dire même pas forcément que le thérapeute lui-même est capable de comprendre, hein, le patient, même pas forcément, mais juste qu'une cure psychanalytique permet d'accéder soi-même à une part de compréhension de sa psyché, hein, de son mental. Et ça, c'est un truc qui est assez... c'est pareil, c'est difficile à évaluer, ça. Je veux dire, on fait pas des études contre placebo pour savoir qui s'est mieux compris après 20 ans de cure. C'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire, hein, un placebo à se comprendre Ouais. À la limite peut-être un genre d'effet Barnum ou ce genre de choses, mais je veux dire pareil, on fait pas ça sur 20 ans quoi. Donc il y a un petit peu de tout le côté est-ce qu'on a véritablement évalué la psychanalyse même dans les trucs comme le rapport de l'INSERM. Mais pour en venir là où je voulais en venir, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, je vais essayer de reprendre les deux points en fait. Oui, bien sûr. La psychanalyse en tant que capacité à se comprendre, et puis après la psychanalyse en tant que soin. Ouais. En fait, parmi les grosses critiques de la psychanalyse, il y a l'aspect que beaucoup de choses ne sont pas prouvables dans la psycha. Et donc c'est à abandonner parce que du coup c'est pas des théories scientifiques et puis du coup c'est pas scientifique, en gros on abandonne. Moi je suis pas tout à fait d'accord, je trouve pas que ce soit le meilleur argument contre la psychanalyse parce que en fait il y a plein de choses qui sont pas prouvables et notamment en fait en philosophie il y a plein de choses qui sont pas prouvables, en mathématiques il y a plein de choses qui sont pas prouvables, hein, c'est les théorèmes de Gödel, hein. Et puis ouais, en philosophie, je veux dire, puis même les axiomes scientifiques, en fait, il y en a plein qui sont pas vraiment prouvables tels quels.
Ce qui rend quelque part la science pas prouvable à 100% aussi, mais bon, ça c'est encore un autre débat. La critique est pas, elle me semble pas de 100% pertinente. Et pour expliquer pourquoi, je pense que en fait le mieux c'est d'essayer justement de voir en quoi la science permet pas de répondre à certaines questions quand on parle de psychologie. Et ça c'est un truc. En fait, les psychologues, ils ont beaucoup de mal à reconnaître ça, et je trouve ça super dommage parce que pour moi, c'est dommageable pour le champ. Mais il y a une part de la psychologie, en fait, en particulier dans la psychopathologie, parce que dans la psychologie scientifique qui s'occupe pas des pathologies, je pense qu'on arrive à s'en extirper assez bien, en général. Mais dans la psychopatho, on touche quasiment, alors peut-être pas obligatoirement, mais on touche assez souvent quand même à des choses qui sont très très subjectives, et en particulier des choses qui sont phénoménologiques, en fait, qui font partie de cette sensation subjective d'exister, qui sont pas explorables par des moyens scientifiques, en fait. Enfin, en tout cas, avec les méthodes scientifiques contemporaines. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas plus tard. Mais à l'heure actuelle, on a quand même des limitations qui sont là et qu'il faut reconnaître, en fait. C'est un peu l'idée du solipsisme, en fait. Hein. C'est relié à ça, ce que je suis en train d'essayer de dire. Hein. C'est que moi, j'ai une sensation d'exister, j'ai la sensation d'être conscient, j'ai cette sensation personnelle d'être ici, et je ne sais pas ce que c'est que d'être toi. Ouais. Il y a ce papier génial d'un philosophe, là, je sais plus comment il s'appelle, qui est le papier, c'est genre qu'est-ce que c'est que d'être une chauve-souris. Et on a beau essayer de décrire l'expérience de façon scientifique, l'expérience d'une chauve-souris, c'est-à-dire dire ah voilà, une chauve-souris ça a de l'écholocation, puis l'écholocation ça se passe de telle manière, blablabla, etc., etc. La science ne répond pas à la question qu'est-ce que ça fait que d'être une chauve-souris. Il y a quelque chose qui est perdu à travers finalement le physicalisme, qui est en général un axiome qu'on utilise en science, de façon implicite, hein, souvent. Mais voilà, on a cet axiome du physicalisme que en fait tout phénomène provient du monde physique. En fait, tout phénomène est complètement matériel. Et en fait, cet axiome-là, il marche très très bien pour plein de trucs. Mais pour ce qui est le mental, en fait, cet axiome, il est incroyablement insatisfaisant, et il est réducteur, et il manque une partie de la réalité. Justement, c'est ce que ce papier de philosophie justement montrait. Il n'y a pas besoin de partir dans la pseudoscience, en fait, pour reconnaître ça. Hein, je veux dire, il suffit de se poser la question est-ce que ma couleur rose est la même que ta couleur rose ? Se rendre compte que on n'a pas moyen d'avoir une véritable réponse à ça, pour se dire ah, bah mince, il manque quelque chose. Et même dans la construction de la science, hein, en fait, une part dans l'épistémologie, en fait, finalement, une part de la science, c'est justement de réussir à monter une méthodologie telle que intersubjectivité, intersujet, si jamais on utilise la même méthodologie, on finit par avoir un consensus d'observation, en fait. C'est ça le principe de entre guillemets, l'objectivité scientifique, en fait. Mais sauf que quand on parle de un individu à un moment donné, et dire cette personne-là qui parle maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent ? En fait, ça marche plus, cette idée d'intersubjectivité qui essaye d'avoir quelque chose d'objectif, etc., ou en tout cas ça marche plus aussi bien. Et il y a une part de la psychologie qui est obligée de s'intéresser un peu à ça. Et le souci, c'est que dans cette situation-là, le modèle scientifique, on va dire traditionnel, le modèle finalement en psychologie, on a tendance à beaucoup utiliser le modèle médical, hein, pour essayer de parler des pathologies, et puis de parler de comment le mental fonctionne, etc., etc. Quelque chose justement, encore une fois, de très 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 physique, très matériel. Y a une partie de ça en fait qui est insatisfaisante, en fait, qui n'arrive pas à toucher une partie essentielle du processus. Parce que on parle d'émotions, par exemple. Les émotions, c'est un truc qui, même si on l'étudie scientifiquement, ça reste un truc qui est très cryptique. D'ailleurs, la psychologie des émotions, la littérature, c'est le bordel. Hein. Ne serait-ce que de réussir à savoir quelles sont les émotions de base des êtres humains, c'est un bordel monstrueux. Alors que pourtant, c'est une question qui semble simple. C'est quoi nos émotions ? La réponse, elle est déjà pas facile du tout. Je vois.
Et en fait, la psychanalyse, elle s'intéresse en grande partie à cette sensation subjective, voire en quasi-totalité, en fait. Et donc, quelque part reprocher l'aspect finalement improuvable de la psychanalyse, parce qu'elle s'intéresse justement à quelque chose qui échappe quasiment par définition en fait au domaine de la science avec les méthodologies actuelles, bah, quelque part c'est rater le point, hein. Oui, bien sûr. Parce que justement, à l'heure actuelle, la science ne parvient pas correctement en fait à explorer les aspects phénoménologiques comme ça, parce que la science est bloquée dans un monde Oui. physicaliste majoritairement. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, c'est vrai. Alors après, par contre, l'autre critique qu'on peut faire à la psychanalyse, c'est que bon, c'est pas parce qu'on s'intéresse à un truc qui est plus compliqué à observer et à valider que du coup ça permet de faire n'importe quoi. mais voilà, enfin je veux dire c'est quelque chose de c'est une limitation en fait qu'il faut avoir en tête aussi dans la psychologie scientifique, parce que en fait finalement la critique au sein de la psychologie scientifique elle peut se passer aussi, et j'ai la sensation que en fait on est tellement bloqué et tellement motivé en fait en psychologie scientifique à vouloir absolument utiliser tout le temps le modèle médical du soin, que ça nous pousse à faire des bêtises et à ne pas reconnaître les limitations de nos approches. Donc par modèle médical, hein, je veux dire, je sais pas moi, si on prend l'exemple typique de la, je sais pas moi, le cancer par exemple, où tous les symptômes découlent d'une cause. C'est parce que la cause, c'est que il y a des cellules cancéreuses qui se multiplient dans le corps et qui se multiplient pas au bon endroit, et puis qui du coup entraînent des défaillances, etc., etc. Bon. Et donc du coup, on part du principe en psycho souvent que c'est le même genre de choses qui se passent. Et du coup, on part aussi du principe, quelque part, que même dans la compréhension d'un patient, finalement, ça se déroule de la même manière. Donc les approches un peu mécanistes en psychologie, en psychopathologie, du coup, se basent un petit peu sur ce modèle aussi. Mais en vrai, ça nous pousse à faire, moi, ce que je trouve être un petit peu peut-être pas des erreurs, mais au moins des inférences qui sont un peu douteuses, quoi. Et alors, je peux prendre un exemple qui est un petit peu bouillant, mais dans l'exemple de DID, donc Dissociative Identity Disorder, donc j'ai trouble de la personnalité dissociative, je pense en français. Oui, c'est ça. Non ? Trouble dissociatif de l'identité. Trouble dissociatif de l'identité, voilà. Désolé, j'ai toujours les mots en anglais qui me viennent, mais en français assez peu. Ben voilà, il y a bon, alors il y a, on va dire, plusieurs degrés de la chose, mais l'idée des haltères, en fait, quand elle est vraiment poussée à l'extrême, c'est-à-dire les haltères qui sont complètement différents dans le sens où alors on les appelle plus personnalités, mais dans certains cas les patients décrivent une mémoire non partagée, des comportements et des pensées totalement différentes, des noms différents, etc., etc. Donc en fait toute la panoplie, donc en réalité des personnalités différentes, quoi. Ouais. Bah là on est sur quelque chose en fait qui est finalement assez fondamentalement phénoménologique, en fait. C'est assez fondamentalement de la sensation personnelle. Et alors faut prendre ce que je vais dire avec du recul, parce que je suis pas en train de dire que les patients qui rapportent ça mentent, mais l'idée c'est que s'ils mentaient, on ne le saurait pas. Et ça c'est quand même c'est quand même un truc qui est assez important, parce qu'on entend beaucoup de psychologues à l'heure actuelle qui disent non mais c'est dans le DSM. Donc on a prouvé que le trouble dissociatif de l'identité, il est 100% prouvé tel quel, parce qu'on ne peut pas remettre en cause le DSM. En gros. Hein. Et par exemple, une des justifications que j'ai entendues, par exemple, c'est de dire oui, mais quand on met des DID dans une IRM et qu'ils ont un shift de personnalité,
leur pattern d'IRM change. Un pattern, donc du coup, en gros, même leur fonctionnement neurologique est différent. Ce à quoi j'ai envie de répondre, bah oui, évidemment. Et un acteur que tu mets dans un IRM et à qui tu fais jouer un rôle, son pattern neurologique, il change aussi, en fait. Parce que tu fais pas la même tâche, simplement. Et d'ailleurs, même, il y a carrément... il y a une étude là-dessus, d'ailleurs. Hein. Il y a des acteurs... on a mis des acteurs dans un IRM, et puis on a regardé si leur pattern cérébral changeait, et c'est le cas. Une étude assez facile à trouver. Je vois. Et donc, en fait, les modes d'inférence, en fait, pour savoir si ce genre de sensations subjectives sont réelles ou pas, en fait, c'est des choses qui sont totalement indirectes et qui peuvent être très 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 facilement polluées. Par exemple, dans le modèle psychosocial des phénomènes ovnis, on voit que en fait, les gens se mettent à voir plein d'ovnis en forme de soucoupe volante quand les journaux disent que les ovnis ils ont des formes de soucoupe volante, hein, par exemple. Là, c'est un peu pareil, en fait. À l'heure actuelle, il y a un véritable débat dans la communauté scientifique. Est-ce que DID est un trouble qui existait déjà avant que les médias populaires en fait, popularisent ça d'une certaine manière avec des films genre Split, Glass, etc. et même d'autres films avant. Est-ce que cette pathologie existait déjà avant ? Et c'est vrai que la question elle se pose parce que ça semble être vraiment potentiellement la pathologie la plus facile à diagnostiquer de l'histoire de la psychiatrie. Et pourtant, le premier papier sur le sujet, je crois qu'il date de 1950. Ce premier papier, il est vraiment, mais alors vraiment pas clair. Et pourtant, là, à l'heure actuelle, on a du coup des gens qui s'expriment en public et qui montrent en fait un comportement en fait qui semblerait être incroyablement facile à diagnostiquer. Et qui, sans tomber dans un diagnostic de schizophrénie, par exemple, parce que c'est des gens qui sont cohérents, ils sont cohérents, mais ils sont juste des personnes différentes, en fait. Et ça, ça fait vraiment se poser beaucoup de questions. Mais, alors je dis tout ça, mais alors il y a deux remarques à faire, c'est-à-dire que autant là, je fais un peu un argument pour dire ah ça se trouve ça n'existe pas, mais si ça se trouve ça existe, parce que voilà, on peut pas le prouver dans un sens, on peut pas le prouver dans l'autre non plus. Bon, après, je suis pas en train non plus de dunk sur tout le diagnostic de DID. Hein, aussi. Mais je veux dire, quand ça prend des formes vraiment extrêmes et très 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 visibles comme ça, la question peut potentiellement se poser. D'accord. La science n'a pas forcément la réponse sur ce genre de choses, ou en tout cas pas une réponse à travers la psychologie pure. Il y a vraiment un truc qui est soit de l'ordre de l'histoire. Ce qui est quand même toujours assez étonnant, hein, en fait, hein, se dire ah bah, pour vérifier si jamais certaines pathologies existent, il faut ouvrir des livres d'histoire pour voir si jamais il y a vraiment des histoires qui permettent de voir ce genre de symptômes. Oui. Parce que comme on se pollue la capacité de vérification à travers les médias, etc., bah, on n'a plus le choix, en fait, faut aller chercher ailleurs. Oui, alors là, il faut quand même préciser qu'en termes de soins, en termes de thérapie, on s'en fout, en fait, quelque part, de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Oui. C'est pas comme un cancer, hein, comme tu disais tout à l'heure, l'exemple de tout à l'heure, c'est pas comme un cancer dans le médical. Là, par contre, c'est important de savoir s'il y a vraiment un cancer ou s'il n'y a pas de cancer. Avant de faire une chimiothérapie, quand même, c'est mieux de le savoir. Ouais. Là, en fait, on s'en fout. En fait, à partir du moment où la personne, en fait, elle a besoin d'être aidée, en fait, le thérapeute, c'est son devoir, en fait, de l'aider, quoi. Et alors oui, peut-être que c'est autre chose, et du coup, il faudrait peut-être l'aider à comprendre vraiment qu'est-ce qui va pas, si c'est autre chose. Mais en tout cas, déjà, il faut soigner les symptômes, quoi. Si déjà on arrive à l'accompagner et à mieux vivre avec ces symptômes-là, déjà ça ira mieux dans sa vie, quoi. Déjà, ça c'est déjà un premier point. Et après, si on peut creuser un peu et peut-être trouver d'autres choses, c'est un plus. Oui, effectivement. Globalement, on s'en fiche, en fait, de savoir si jamais le patient a véritablement des haltères totalement différenciés, etc. Dans la plupart, je pense, des méthodes de soins actuelles, en tout cas pour au moins ce genre de pathologie,
En fait, l'aspect mécaniste, l'aspect de comment est-ce que ça marche, pour l'instant, on s'en fiche complètement. Ça change pas la façon dont on va soigner les gens. C'est-à-dire que en tant que thérapeute, quelque part, on n'est pas intéressé, en fait, pas tellement par le fait de savoir si le trouble il est réel ou pas. Parce que comme en plus de ça, les pathologies en général sont descriptives et pas vraiment prescriptives, en fait, on va soigner les gens en fonction de ce qu'ils exhibent comme comportement. Ouais. Mais voilà, donc c'est intéressant de montrer aussi que la limitation qu'on donne à la psychanalyse, en fait, on la retrouve aussi en science, et souvent en science, comme on est très, comme je disais, très très attiré par ce modèle médical, en fait, on va pas reconnaître cette limitation au point carrément en fait de faire passer dans le grand public des notions qui, moi, me semblent finalement aussi erronées que la psychanalyse, parce qu'on veut pas reconnaître qu'on sait toujours pas faire ça, quoi. On sait pas résoudre le solipsisme, et en fait, du coup, on ne sait pas investiguer correctement la sensation subjective des individus. Et c'est pas grave, hein. Mais voilà, c'est une limitation qui est là. Oui, bien sûr. Alors voilà, bon, la psychanalyse, elle essaye d'avoir cette approche mécaniste un peu partout, sur toute la psyché entière, en racontant un petit peu ce qu'ils veulent, ça c'est un petit peu le souci, mais finalement en sortant un peu du cadre scientifique pur, en fait. Et donc quelque part, j'ai l'impression que pour ce côté-là, en tout cas pour le côté compréhension de soi, c'est pas à travers les outils scientifiques vraiment qu'on peut déterminer à quel point ça marche pas. En fait, c'est plutôt des outils philosophiques et peut-être aussi des outils historiques aussi, où on voit que même les grands tenants de la psychanalyse ont en fait tenu des propos. Je veux dire, Freud mettait dans ses lettres que ça marchait pas, qu'il avait menti. Lacan disait que la psychanalyse c'était c'était de la charlatanerie pour soutirer du pognon aux riches bourgeois, etc. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a plus de raisons. Il y a des raisons très extérieures en fait à la validation même de la psychanalyse qui permettent déjà de se dire que c'est complètement n'importe quoi, en fait. Ouais. Bon, le deuxième aspect, du coup, c'était sur le soin, que je voulais aborder aussi. J'essaie d'aller un petit peu plus vite sur ce point-là, mais alors le soin pur. En fait, il y a un petit peu un souci qui est un peu similaire aussi, parce que souvent du coup sur le soin, je mentionnais avant, hein, mais il y a cet aspect encore une fois protocole très médical, essai contrôlé, randomisé contre placebo, et puis on essaie de voir ce qui marche mieux de ce qui marche pas, etc. Et en fait, moi, ce que je veux poser comme question ici, comme réflexion, c'est en psychologie, qu'est-ce que c'est un placebo ? Ouais. Et alors, quand on sort en fait de ce modèle médical pur avec lequel on commence tous, hein, je pense, quand on a un esprit scientifique, on imagine tous que les maladies, que les psychopathologies sont exactement comme des pathologies médicales. Bien sûr. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, ça marche pas comme ça. Oui. À cause, encore une fois, de cette phénoménologie, de cet aspect subjectif qui est insondable par la méthode scientifique. Pas de façon directe en tout cas. Et même de façon indirecte, c'est super imparfait en fait. Il y a plein d'hypothèses qui sont faites pour que ça puisse tenir. Je vais prendre l'exemple de la dépression pour ça. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient, à l'heure actuelle, que la dépression, c'est un manque de sérotonine. Et ça, c'est le modèle médical pur, et c'est n'importe quoi, c'est faux. D'accord. Une dépression n'est pas les conséquences d'un manque de sérotonine. Au pire, il y a une association entre les deux, c'est-à-dire que les patients qui sont dépressifs présentent aussi parfois, souvent, un manque de sérotonine, mais en vrai, c'est pas du tout systématique, et c'est pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on ne pourrait pas, si on pouvait juste observer la quantité de sérotonine dans un cerveau, là, boum, en prenant une photo ou j'en sais rien quoi, on ne pourrait pas prédire une dépression avec ça. Et ça, c'est quand même... il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'une dépression, finalement, c'est un peu comme un cancer ou quelque chose d'assimilé. Je sais pas, moi, genre...
un manque de fer qui provoque des problèmes, j'en sais rien moi, un manque de vitamine B12, quelque chose comme ça. Et c'est ça qui fait la maladie. Ça n'est pas vrai. Il y a plein de modèles différents en fait en psychopathologie et c'est incroyablement difficile de les résumer. Moi, l'un de mes modèles préférés, c'est pas forcément le plus connu, mais je pense qu'il a quand même pas mal d'adhésion. C'est un modèle c'est des modèles de psychopathologie avec de la théorie des graphes. En gros, bon, c'est des graphes. Bon, je vais pas avoir le temps ou la motivation pour expliquer ça, mais en gros, ça explique qu'une pathologie telle que la dépression, par exemple, en fait, une dépression serait la somme de ses symptômes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les symptômes et la cause, en fait. D'accord. Et par exemple, l'idée pour se dire ça, c'est de dire, pour ça, ce serait de se dire, bon voilà, par exemple, les gens qui sont dépressifs, bah, souvent ils sont aussi insomniaques ou hypersomniaques. Et puis ils ont aussi une certaine anédonie. Et puis on peut se dire par exemple que manquer de sommeil, ça va provoquer une anédonie. Par définition, anédonie, c'est perte de la capacité à ressentir du plaisir. Donc cette anédonie, elle va faire qu'on va plus avoir des activités qui nous plaisent. Ne plus avoir ces activités qui nous plaisent, par exemple à travers les groupes sociaux, ça va nous provoquer de la culpabilité, et puis cette culpabilité va nous empêcher de dormir, et puis comme on va pas dormir, du coup on va ressentir de l'anédonie le lendemain, etc., etc., etc. Et en fait que la pathologie, en fait, c'est cette cascade d'événements dans laquelle on rentre et dans laquelle on peut plus sortir, en fait. Et donc en fait il n'existe pas d'entité dépression, mais la dépression, c'est l'intégralité des symptômes. Et parmi ces symptômes, et donc qui sont corrélés avec tout ça, il y aurait la possibilité, non obligatoire, d'avoir un manque de sérotonine. Ouais. Mais comme tous les symptômes jouent les uns avec les autres, si jamais tu retires certains symptômes, potentiellement tu sors de cette cascade et de cette auto-alimentation de tous les symptômes, ce qui expliquerait pourquoi potentiellement les antidépresseurs marchent quand même. Parce que du coup, le manque de sérotonine fait partie d'une galaxie comme ça de symptômes et de choses qui s'auto-alimentent, et donc tu coupes une des choses. Mais une autre chose que tu peux couper, par exemple, c'est le sommeil, par exemple. Et tu peux agir dessus avec, peut-être n'importe quoi, ajouter du sport, par exemple, ça peut faire que tu dors mieux, et donc du coup, ça va te faire sortir de la dépression, ce genre de choses. Donc, moi, j'aime bien ce genre de modèle, c'est assez intéressant. Mais dans tous les cas, tu peux avoir une dépression sans avoir de manque de sérotonine. Par contre, tu ne peux pas avoir de dépression sans être triste ou sans avoir de perte de plaisir ou d'intérêt. Et ces deux symptômes, l'un de ces deux en tout cas, ces deux symptômes, ils sont des sensations subjectives. Alors évidemment, on peut observer des conséquences de ces sensations sur le comportement, etc., etc. Mais en définitive, quand même, le cœur de la pathologie, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas directement accessible, directement observable par le thérapeute. Mmh. Bon, après, dans beaucoup de sciences, on travaille sur des choses, des variables qui ne sont pas directement observables. Mais là, ça a un statut. Ces variables-là ont un statut vraiment, vraiment particulier parce qu'en plus d'être non observables, elles ont tendance à échapper relativement au physicalisme. Et ça pose souci, en fait. Parce que même pour des gens comme moi, qui sommes... moi, je suis purement physicaliste, je l'ai pas encore dit. Mais évidemment, je pense que tout est monde physique. Je pense pas que le dualisme soit vrai, je pense pas qu'il y a un espèce de monde des esprits. Mais même en ne pensant pas qu'il y a du dualisme, même en étant purement moniste finalement, je suis quand même embarrassé par la façon dont on ne peut pas du tout ni observer ni traiter de la même manière à l'heure actuelle les choses qui sont de l'ordre de la sensation subjective. Il nous manque quelque chose, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas encore à observer et qu'on n'arrive pas encore à mesurer correctement. Et du coup, c'est
c'est interpellant. Et ce qui m'interpelle, en fait, c'est pas ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion-là, en fait, pousse à se demander ce que ça veut dire, en fait, un placebo dans le domaine de la psychologie. Parce que la définition, normalement, d'un placebo, c'est c'est une substance qui n'a pas de principe actif, mais qui potentiellement aide au soin. Et sauf que, qu'est-ce que c'est un principe actif sur quelque chose qui est de l'ordre de la sensation subjective? Et ça, pour moi, c'est une question qu'on évacue super simplement comme ça, en disant ben c'est bon, la dépression, c'est blablabla. Genre, dans le cas de la sérotonine, par exemple, le placebo, c'est très facile. Mais si jamais c'est pas de la sérotonine, la dépression, si jamais c'est pas un manque de sérotonine, qu'est-ce que c'est du coup un placebo pour la dépression? C'est compliqué comme question. Et là, j'ai pris l'exemple de la dépression, parler des symptômes subjectifs, mais par exemple, prenons l'exemple de la phobie. Donc une phobie, on est présenté avec un objet ou une situation ou quelque chose comme ça, et bon, il y a des choses qui font peur. Ou même simplement, même des troubles paniques, ça peut être complètement aspécifique. Donc, du coup, on se met à faire des paniques comme ça, sans raison. Du coup, on crève de trouille, et on a tous les symptômes de la peur extrême et tout ça, et c'est vraiment angoisse puissance 1000, sauf qu'il n'y a rien. Il se passe rien, et puis ça arrive juste comme ça, quoi. Et alors la question c'est, est-ce que quelque chose de complètement bullshit qui rassure l'individu, c'est du placebo? Parce que quand on y réfléchit, quelque chose qui fait peur, une personne qui a peur, elle a besoin qu'on la rassure. Donc en fait, finalement, un principe actif, ça serait finalement quelque chose qui rassure. Donc un patient qui est rassuré par quelque chose qui est bullshit, est-ce qu'on parle encore de placebo dans cette situation-là? Parce qu'en fait, on a appliqué de l'anti-peur sur de la peur. On a littéralement fait ça. Pour parler de façon moins abstraite, j'ai rencontré au dernier REC, j'ai rencontré un médecin qui venait de Madagascar avec un super beau projet, un projet en fait de retourner à Madagascar après avoir fait un stage ici en psychiatrie pour essayer d'améliorer un peu la situation de la santé mentale à Madagascar, parce que c'est une catastrophe, ils ont quasiment pas de psychiatres dans tout le pays. Mais malgré son désir en fait de ramener des trucs tels que la TCC, etc., il disait que en fait ils n'avaient pas le choix que de travailler sur place avec des sorciers docteurs, parce que même dans le cadre des troubles paniques chez eux, en fait les sorciers docteurs ils marchent, ça fonctionne quoi. Parce que quand t'as des gens qui font des troubles paniques qui sont cloisonnés chez eux parce qu'ils ont peur d'absolument tout, et qu'ils font des crises d'angoisse monstrueuses à chaque fois qu'ils sortent de chez eux, même quand ils sont chez eux d'ailleurs, et qui sont persuadés d'être possédés, quand d'un seul coup il y a un sorcier docteur qui vient et qui fait des rituels tout autour de leur maison et qui leur dit mais vous êtes possédé par un démon, c'est normal, votre maison elle est hantée ou je ne sais pas quoi, je sais pas quelle autre croyance il peut y avoir, et puis voilà, il fait des rituels sur des jours et des jours, il balance du sel partout, des machins, etc. La personne qui elle est terrorisée en fait, potentiellement si elle y croit suffisamment, elle est rassurée. Et être rassuré est un principe actif contre la peur. Donc au nom de quoi est-ce qu'on appellerait les sorciers docteurs du placebo dans cette situation-là? Et on a envie de le faire, on a très très envie de le faire parce qu'on est très attaché au modèle médical. Mais en fait, c'est pas du tout évident quoi. Alors j'ai pas du tout sous le coude là à servir comme ça, mais je sais même pas s'il y en a d'ailleurs, mais je suis à peu près convaincu que il y a des chances que dans un endroit tel que Madagascar, il est fort probable que face à un certain type de placebo, les sorciers docteurs fassent mieux. Et donc du coup, est-ce que ça veut dire les sorciers docteurs ça marche? Et à l'inverse, si on faisait faire des TCC à des patients qui, par exemple, ne croient tellement pas aux principes scientifiques qu'ils sont ultra sceptiques et donc du coup ils sont pas du tout rassurés par les techniques de TCC, est-ce que on devrait en conclure que la TCC ça marche pas? Encore une fois ici intuitivement on perçoit bien que c'est pas la même chose qu'un
qu'un médicament ou que, je sais pas moi, qu'une chirurgie sur un truc, quoi. Si t'excises une tumeur d'un patient, même si le patient il trouve, il insulte son chirurgien et qu'il rentre chez lui en disant de toute façon il m'a même pas enlevé la tumeur, bah, en fait sa tumeur elle est quand même plus là, quoi. Ouais. Dans le monde de la psychologie, un patient qui trouve que son thérapeute est un abruti et qui pense que sa thérapie ne sert à absolument rien et que c'est complètement nul, il guérit pas. À ma connaissance, on fait pas de miracle comme ça encore. En définitive, ce que ça sous-entend, c'est que le statut de principe actif est potentiellement dépendant de la croyance du patient. Donc en fait, finalement, dépendante aussi de l'expérience subjective du patient elle-même. Et ça, je pense que du coup, c'est assez unique à la psychologie, ça. En définitive, je suis pas en train de non plus de dire que la TCC c'est pas bien, mais je profite de cette occasion pour justement montrer c'est pas des questions qui sont aussi évidentes que ce qu'on pense en fait. Il y a des réflexions derrière en fait qui obligatoirement quand on parle de psychologie, enfin de psychopathologie, en fait ça recrute des concepts finalement qui sont un peu compliqués. Et à mon avis, je pense qu'en psychopathologie et dans la formation des psychologues en général, et je sais que ça fait hurler beaucoup de monde, mais je pense qu'on profiterait pas mal d'avoir un petit peu plus de formation en philosophie, que ce soit en philosophie des sciences, voilà, et puis aussi en philosophie de l'esprit en fait, hein, dans tout ce qui est phénoménologie, etc. Je pense que ça serait bénéfique parce que on ferait peut-être un petit peu plus facilement le distinguo, je dirais finalement épistémologique entre ce qui est de l'observation purement physicaliste et puis de l'observation qui commence à rentrer un petit peu plus dans l'ordre de la chose qui n'est pas exactement sondable par des moyens physiques, je dirais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais après, y a quelque chose qui me semble aussi important, c'est de parler de tout ce qui est culpabilisant. Je trouve que quand même la psychanalyse, c'est extrêmement culpabilisant envers les parents, et surtout les mères, les femmes. C'est vraiment terrible, quoi. En fait, il faut vraiment arriver à comprendre comment peuvent recevoir en fait des parents des interprétations psychanalytiques, quoi. C'est extrêmement violent. Mais après, il faut quand même prendre en compte qu'on a d'autres psychothérapies de disponibles et que, compte tenu des défauts que nous avons énoncés lors du premier épisode, il me semble que la psychanalyse reste tout de même le plus mauvais choix. Et que pour un praticien, il faudrait quand même y réfléchir à 2 fois avant d'utiliser ces outils-là, ceux de la psychanalyse, quand on en a des plus reconnus à disposition. Ouais. J'ai envie de dire, quand il y a des thérapies qui font mieux que toutes les autres, bah, du coup, éthiquement parlant, de toute façon, il n'y a pas de question à se poser, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Hein. Après, là, j'ai volontairement mis de côté les effets négatifs de la psychanalyse, parce que je pense que la plupart des auditeurs les sauront déjà. Hein. Il y a toute la question des faux souvenirs en psychanalyse qui est un danger qui est très réel, hein, qui est forcément très très dérangeant, en particulier étant donné toute la mythologie autour de la psychanalyse, toute de l'inconscient. de l'inconscient, et puis en plus de ça, de la sexualisation infantile, etc. Il y a un truc vraiment grave qui peut arriver très très vite avec les faux souvenirs en psychanalyse. Et puis enfin, tout et n'importe quoi a été dit, hein. Sur l'autisme, voilà, avec les mères frigo, c'est absolument atroce. C'est pareil, tu as mentionné Dolto tout à l'heure. Hein. J'ai lu un petit peu de Dolto aussi, hein, et la raison pour laquelle j'ai lu du Dolto, c'est parce que j'avais une connaissance qui était en master de criminologie et qui, dans son master de criminologie, c'est quand même complètement dingue, a étudié ce fameux texte de Dolto d'une conversation fictive avec une juge où en fait François Dolto dit que il faut pas renier la part de culpabilité de l'enfant dans l'acte pédophile. Oui. Ça, c'est quand même, enfin, lire un truc pareil, c'est extraordinaire. Et ça, enseigné dans un master de criminologie, quoi. Donc, c'est merveilleux, quoi. Et c'est pareil, je veux dire, dans la schizophrénie, il y a aussi le rapport au père, beaucoup qui sont évoqués dans Lacan, notamment, ce genre de choses. Et effectivement, comme tu dis, en fait, c'est vrai que c'est très, très, très culpabilisant. Et ouais, évidemment, j'ai tendance à être plutôt, je suis largement même du côté contre.
Mais c'était vraiment juste pour dire, voilà, pour remettre un peu en il y a quand perspective. même, Ouais, je vois. voilà, il y a des perspectives à remettre effectivement, et je pense que en général, il y a en fait il y a une zone de réflexion à avoir qui est importante parce que ouais, on traite peut-être trop la psychologie comme quelque chose de très très physique, alors qu'il y a toujours une part insaisissable de quasi philosophique en fait derrière de l'aspect phénoménologique des choses, etc. On n'a pas accès en fait à l'état interne du patient. C'est pas comme certaines choses en médecine où on a un accès plus direct à l'aspect pathologique, ce genre de choses quoi. Là, on a quelque chose qui est insaisissable et on compte obligatoirement sur le rapport qu'on espère le plus objectif possible du patient. Ça, c'est une grosse distinction qui rend la réflexion incroyablement difficile à chaque fois qu'on parle de la moindre thérapie et du moindre diagnostic. Il y a aussi des raisons négatives finalement de se passer de la psychanalyse, hein. Raisons auxquelles je souscris également. Mais quand on dit la psychanalyse ne marche pas parce qu'elle fait pas mieux que le placebo, en fait je suis pas toujours complètement certain de ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a une petite nuance ou au moins une petite réflexion permise avec tout ça. Ouais, merci. Je pense que c'était effectivement important de parler de tout ça. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde la question de la localisation. On entend souvent dire que la psychanalyse est toujours utilisée en France et en Argentine, et plus nulle part dans le monde. Comme si, en fait, la France et l'Argentine, donc, étaient les derniers bastions de la psychanalyse. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à tout ça ? Ouais, en fait, ouais, c'est compliqué à évaluer parce que moi j'ai été dans pas mal de pays du coup, comme je disais. Et alors déjà, l'existence de la psychanalyse en Belgique a fait absolument aucun doute, hein, parce que quand j'étais à Louvain-la-Neuve pour mon master, il y avait, je sais plus combien il y a de masters en tout, mais en tout cas il y avait 2 masters qui étaient dédiés à la psychanalyse. Donc déjà, voilà. Et puis à l'ULB, il y avait aussi, en tout cas à l'époque, il y avait aussi beaucoup de psychanalystes. C'était pas il y a si longtemps que ça, hein, c'était il y a moins de 10 ans. Hein. Et on disait déjà à l'époque qu'il y avait plus de la psychanalyse qu'en France. Donc déjà en Belgique, il y en avait dans tous les sens. Et puis aller trouver un psy qui soit pas psychanalyste en Belgique, ça se trouvait, hein, et ça se trouve toujours. Mais c'est pas non plus le plus facile. D'autant plus qu'en Belgique, et ça je pense que c'est pareil à travers le monde, il y a une tendance à y avoir un shift, pas tellement anti-psychanalyse, mais plutôt vers les approches intégratives. En tout cas, c'est comme ça qu'ils les appellent en Belgique, et je pense que c'est un peu pareil partout. C'est des approches qui sont finalement un peu intermédiaires, qui piochent à droite à gauche, et en fait, le thérapeute, il peut utiliser ce qu'il veut quand il estime que c'est à peu près pertinent. Et là, Ouais, je vois. en fait, ça devient un espèce de gloubi-boulga de tout ce que le thérapeute veut, incluant du coup de la psychanalyse. Et puis en fait, en Angleterre, il y en a quand même pas mal. Je suis tombé sur une source. Bon, la source n'est pas extrêmement fiable, hein, mais je suis tombé sur une source qui disait qu'il y avait encore à peu près 18% de thérapeutes en Angleterre qui sont d'obédience psychanalytique. Mm-hmm. C'est pas énorme, hein, quand même. C'est pas énorme, enfin ça fait à peu près un thérapeute sur 5, hein, donc c'est pas non plus. C'est pas non plus. C'est à la fois pas énorme, mais en même temps, ça veut dire qu'il n'y a aucune difficulté à en trouver. Ouais. Et quand tu sais pas sur quoi tu vas tomber, t'as une chance sur 5 de tomber sur un psychanalyste. Ouais. Et comme je le disais, ça rebranche un peu avec ce que je disais aussi. C'est-à-dire que même si tu tombes pas sur quelqu'un qui se dit psychanalyste, t'as quand même une bonne chance de tomber sur quelqu'un qui va inclure de la psychanalyse dans sa thérapie. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce que les étudiants en psycho, ils ont des cours de psychanalyse aussi en Angleterre ? Alors non. Enfin, oui et non, en fait. Je pense que c'est probablement de là que vient cette idée que la psychanalyse a disparu partout, sauf en France et en Argentine. C'est que, en fait, quand on regarde les cours à l'université en Angleterre, il n'y a plus de psychanalyse. La seule chose qu'il y a, c'est des cours historiques, en fait. L'histoire de la psychologie, c'est il y a 100 ans, on croyait qu'on avait tous envie de faire l'amour avec notre parent de sexe opposé et tuer le parent de même sexe. Il y a même un côté moquerie. Hein. Moi, quand j'ai parlé, j'avais posé la question à l'époque, hein, camarade universitaire qui disait la psychanalyse, ça n'existe pas. Donc, dans le champ universitaire, les gens disent ça n'existe pas.
Le problème, c'est qu'en Angleterre, pour devenir psy, c'est pas comme en France ni en Belgique. Il faut pas faire un master en psychologie, et puis plus un stage, etc. C'est pas ça. C'est-à-dire que ce que font la plupart des gens, en fait, c'est qu'ils font une licence à l'université. Donc là, ils ont 0 cours de psychanalyse, et ensuite, ils ont des écoles spéciales, en fait, pour avoir un diplôme spécial pour pouvoir devenir thérapeute en psychologie. Et dans ces écoles-là, par contre, là, il y a de la psychanalyse. Et alors, il n'y en a pas beaucoup, du coup, mais il y en a. Et, donc, c'est-à-dire que pour devenir thérapeute, en fait, on mélange dans les cours de la psychologie, on va dire plus scientifique, et de la psychanalyse, c'est tout mélangé. Ou alors il y a des cursus psychanalytiques dans les cursus des thérapeutes. Tu le sais ça, si c'est mélangé ou si c'est séparé. Je sais pas te dire. À mon avis, c'est plutôt mélangé, je pense. Mais il y a probablement des écoles où les obédiences sont un petit peu différentes. Ça, je sais pas te dire avec précision. Ce que je sais, c'est que je connais une collègue qui du coup a fait ça. Elle faisait son PhD en neurosciences comme moi, et en fait, elle a arrêté juste avant la fin de son doctorat pour des raisons administratives assez terribles. Et elle est partie pour devenir thérapeute. Et du coup, elle m'a dit, elle avait de tout, y compris des cours de psychanalyse, en tout cas dans son école à elle. Donc elle en avait aussi. Je ne sais pas quelle est la prévalence dans ces écoles. Mais le problème, c'est que du coup, c'est beaucoup plus difficile de... disons, c'est différent quand on vérifie savoir quel est le statut de la psychanalyse par rapport à en France, où, par exemple, effectivement, on peut... il suffit de regarder si dans les cursus universitaires il y a de la psychanalyse, ça donne une bonne idée. Par contre, si on fait pareil en Angleterre, ça donne une mauvaise idée. Et il y a la même chose en Allemagne. Du coup, comme je disais, j'étais à Munich récemment, du coup. Donc j'ai eu l'occasion de demander à des Allemands directement ce qu'il en était. Et donc on m'a donné une source que j'ai là, je donnerai après, qui est que environ 45% des thérapeutes allemands à l'heure actuelle sont d'obédience psychanalytique. Ah, c'est énorme. Alors là, 45%, ça commence à devenir énorme. Et pourtant, a priori, chez les Allemands à qui j'ai pu demander, il n'y a pas de psychanalyse à l'université non plus. Donc du coup, ça a quitté le système universitaire, mais même chose, ils ont des écoles à part, du coup, pour pouvoir devenir thérapeute en psychologie. Et dans ces écoles, il y a de la psychanalyse. Du coup, on ne devient pas thérapeute avec un cursus universitaire là-bas. A priori pas d'après les gens avec qui j'ai pu discuter. Okay. Mais par contre, il y a un recul. Il y a un recul assez clair, même dans la source que je viens de partager. Ouais. Même les écoles hors universitaires ont de moins en moins de psychanalyse, et en fait, ils s'en inquiètent. Dans la source que je lis, il y a genre une inquiétude qu'il y a moins de psychanalyse. Ok. Et donc, c'est... Je suppose qu'en Autriche, c'est pareil. Hein. Je sais pas si tu sais. J'étais en Autriche, du coup, peu de temps avant, du coup, vu que j'étais à Vienne. Mais malheureusement, j'ai demandé en Autriche et je ne me souviens plus de la réponse. Donc, je ne sais pas te dire. Il me semble que c'était à peu près pareil qu'en Allemagne, mais je n'ai pas de réponse. D'accord. J'ai pas de réponse claire à te donner. Donc, du coup, on voit déjà qu'il y a quelques pays importants autour de nous qui intègrent toujours de la psychanalyse. Alors, non pas dans la formation universitaire directement, mais dans la formation des thérapeutes, ce qui est embêtant quand même. Tout à fait. Ouais. Et je pense que, en fait, quel que soit le pays où on va, c'est pas difficile de trouver des psychanalystes. Hein. J'ai discuté aussi avec un de mes collègues qui est italien, qui me disait pareil qu'il n'avait pas eu des cours de psychanalyse dans son université en Italie, mais que c'était pas compliqué de trouver un thérapeute psychanalyste en Italie. Donc il suffit juste de chercher un tout petit peu, puis on en trouve, quoi. Je veux dire, c'est pas, ils sont pas devenus une rareté vraiment spécifiquement française. J'ai l'impression que c'est ce qu'on a tendance à dire. Ouais, en fait, je pense qu'il s'agit d'une simplification de choses qui ont été dites, effectivement en lien avec les parcours universitaires, ou en France et probablement en Argentine. Je connais personne par contre en Argentine, mais en tout cas en France, c'est certain qu'il y a des cours de psychanalyse qui sont identifiés comme tels, mais des fois il y a des profs qui mélangent allègrement un peu tout. C'est un truc assez improbable, quoi. Ouais.
Et du coup, ça, a priori, ça n'existe plus qu'en France et peut-être en Argentine, du coup. Alors en Argentine, je confirme, parce que du coup j'avais aussi discuté avec un collègue argentin. Ok, d'accord. Je croise un petit peu des gens de toutes les nationalités. J'ai croisé le collègue argentin qui m'a dit que effectivement à l'université en Argentine c'est gros. D'accord. Il y a beaucoup de psychanalyse et c'est très populaire en Argentine. Donc il y a quand même probablement un fond de vrai quand même dans le truc, au moins au niveau universitaire. Eh ben, écoute, je te remercie. Cet échange était fort enrichissant et ça m'a vraiment intéressé de comprendre aussi comment tu as déconstruit ton attrait pour la psychanalyse. Merci à toi, c'était très agréable de discuter avec toi. Et merci aussi beaucoup pour toutes tes questions pertinentes. J'espère ne pas avoir été trop diffus dans ma façon de répondre aux questions, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à rester complètement sur la question. Donc j'espère que ça ne t'a pas embêté. Pas de problème. Merci encore de nous avoir écoutés. Si vous voulez suivre notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez aussi avoir des compléments d'information, il existe un blog et une chaîne YouTube au projet Utopia. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, mais également Blue Sky. Si vous voulez nous aider pour pouvoir développer ce podcast, vous pouvez passer par la plateforme Patreon ou Liberapay. À bientôt.